On est alors condamné à passer sa vie à attendre le retour de la belle saison. Alors on devient fou ou impuissant comme tous les gens de la région et on ne peut plus partir. Après les assassinats de l'équipe de Charlie Hebdo et la tuerie des Juifs dans un hypermarché cachère en France, ils avaient senti comme un élan les conduire au Maroc, vers Mahi Binbin, cet artiste plasticien et écrivain. Se pencher ensemble sur cette sensation de chaos que nous venions de subir. Aller chercher dans ce pays du Maghreb quelque chose de l'universalisme, quelque chose qui nous lie dans nos ressemblances, quelque chose qui forme une même humanité. Rimbaud a parlé de liberté libre, belle formule. Mais est-ce toujours possible? L'idée de l'art tel qu'il devrait être, insoumis. Ils sont allés le filmer, Mahi Binbin. Ils sont allés à sa rencontre dans la résidence d'artiste Al-Maqam, au pied de l'Atlas, ce mois de janvier 2015. Oui, allô? Nous vous invitons à nous accompagner. Oui. Chez Mahi Binbin, le chiffre 2 a une résonance. Bin, bin. Doublure de son nom. Dualité dans les tableaux. Plasticien et écrivain, rêveur et réaliste, c'est cette histoire de deux en lui, un rire et une gravité, que nous allons vous raconter. L'artiste est dans la tête du gouvernant marocain, c'est un pyromane. Quand j'écris un roman, je pars d'un point A, je vais arriver à un point B et j'évolue comme en mathématiques, dans un espace logique. Mais là, je me laisse emporter par... C'est-à-dire, c'est presque les personnages qui décident pour moi. C'est ma main et les personnages et les silhouettes. Des fois, elles résistent, elles n'ont pas envie d'exister. Et des fois, elles ne demandent qu'à sortir. C'est pas sérieux ce que je dis là, n'est-ce pas? Très souvent, c'est une lutte. Et des fois, je prends le dessus, et des fois, c'est eux qui prennent le dessus et qui refusent d'exister. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'homme ou la femme, c'est l'humain. Et l'humain, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je le dessine souvent. Ils sont asexués, hein, oui, mais...
Je m'exprime mieux dans un grand espace. C'est parce que je ne suis pas très grand. Regardez comme je l'ai fait grand. Je n'ai aucune pitié avec la toile. Aucune. Jusqu'à la dernière minute, ce tableau peut disparaître. Là, je crois qu'il a l'air pas mal. Mais disons que je peux tout refaire si ça ne colle pas, s'il n'y a pas d'équilibre, si... Voilà. Moi, ma petite revanche contre l'inhumain, elle se passe là. L'artiste, en général, doit résister, doit dire les choses que les gens n'ont pas envie d'écouter, de montrer les choses que les gens n'ont pas envie de voir. L'artiste, c'est sa mission, surtout ici en Afrique. En Afrique, on se sent investi d'une mission don quichotesque de redresseur de tort. On a tous, tout le temps, parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas ici. Alors, l'artiste, c'est un petit peu son rôle. Hein. Et on peut aller jusqu'où, alors? À mon sens, aucune limite. On parle de Charlie Hebdo, là, c'est ça la question. Ça, oui. Évidemment, il faut condamner la violence. Il faut se battre, et on se bat. On se bat, hein, on se bat beaucoup. Vous ne le voyez pas, mais on se bat. Avec nos petits moyens, mais on se bat. Parce que nous sommes les premiers touchés hein, par cette saloperie. On peut aller jusqu'au stade de ne pas blesser, même pour rire. Vraiment, ne pas blesser. Je suis pas je suis très mauvais musulman. mais je comprends ceux qui sont blessés par des caricatures, je le comprends. Oui, mais si l'explication de la blessure n'est pas convaincante, n'est pas assez explicite, qu'est-ce qu'il doit faire l'artiste? Il doit se censurer? Il doit retirer toute liberté de heurter les croyances pour mieux révéler la nature? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je ne sais pas. Mais c'est un dilemme. C'est un vrai dilemme. De la même façon, évidemment, il ne faut pas de censure, il ne faut pas d'autocensure. Mais c'est un dilemme. Vraiment, c'est un dilemme. Ces masques suspendus dans le vide semblent figés et livides. Ils se figent pour mieux nous dire les choses autrement. Mais ces masques nous parlent mieux que ne le ferait la parole. Mahi Bin cherche un dosage équilibré entre le redresseur de tort et le poète. Le poète est immortel, dit Yamou. Puis à mi-voix, il est l'arbre, car il est irrémédiablement attaché à la terre. Il est l'oiseau, puisque sa tête est hantée par une cohue de fantômes aériens foualiers. Puis il se tut. La terre était rouge, il ne fallait pas interrompre sa rêverie. Son père, qui a quitté le domicile familial, devient l'ami de Hassan II, son bouffon, comme dit Mahi. Et son frère Aziz, jeune officier après le coup d'État de 1971, est emprisonné une vingtaine d'années. Mon père n'a jamais rien fait. Pire que ça, à chaque fois qu'il déclarait, il passait à la télévision, il passait n'importe où, il reniait l'existence de cet enfant. Il le reniait publiquement. Chez nous, on peut le faire. On peut renier un enfant. Pendant très longtemps, j'ai refusé de le voir. Et quand mon frère est sorti de Tazmamart, 20 ans plus tard, j'ai été l'attendre à El Jadida. Il y avait ma mère qui était vivante, qui l'attendait d'ailleurs. La première chose qu'il trouve à me dire, emmène-moi voir mon père. Je lui ai dit, c'est pas possible.
on va pas aller chez un monstre qui t'a renié. Il m'a dit, emmène-moi voir mon père. Et si tu veux pas m'emmener en voiture, je prendrai l'autocar. Et donc je l'ai emmené. On était à El Jadida, je l'ai emmené à Rawa pour voir son père. Et ils se sont retrouvés. Ils sont tombés les bras l'un dans l'autre, comme si de rien n'était. Et moi, je me suis trouvé un peu con dans cette affaire. Parce que j'étais fâché avec mon père à cause de mon frère. Et alors, au retour, il m'a dit, tu sais, je vais te dire une chose. Dans son bâtiment, ils étaient 29 détenus. Seulement 4 ont survécu. Par miracle, lui était parmi les... Il m'a dit, tu sais, les gens qui ont survécu, c'est les gens qui n'avaient pas de haine à l'intérieur de leur cœur. Parce que la haine, quand tu la portes en toi, elle commence d'abord par te détruire toi, avant d'atteindre l'autre, si jamais elle l'atteint. Alors je n'ai pas de haine, je n'ai jamais eu de haine. Ni envers mon père, ni envers le roi. C'était mon destin. Et voilà. Il n'avait pas de haine. Moi j'avais la haine. Ici, à Essaouira, tout est différent. Le paysage, la température. C'est un peu le havre de paix de Mahi Bin Bin. Jamais Mahi Bin Bin ne manquerait un moment de détente avec son ami Khaled, dit Jeannot. Je lui ai dit, ce lieu est un lieu qui a de bonnes ondes. Ouais, des ondes positives. Des ondes positives. Moi, j'adore Essaouira. Et il est inconcevable de venir à Essaouira. Sans passer par... Là, on n'est pas allé à la maison, on est arrivé directement. Bon, oui, tu l'as dit. Toutes tes vacances étaient ici. Mais toutes les vacances... Vous ne connaissiez pas? Mais si, évidemment qu'on se connaissait. Je suis né à Marrakech. Je suis arrivé ici, j'avais 12-13 ans. Tout ce que je sais, je l'ai appris ici à Essaouira. C'est là que ma vie, c'est là que j'ai grandi, c'est ma ville. Donc maintenant... Il y a très peu cette ambiance et la mer comme élément apaisant dans tous tes romans. Maintenant que tu me le dis, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup la mer dans mes livres. Mais maintenant que j'ai une maison ici, qui est à moi, maintenant je vais peut-être... Parce que maintenant j'ai envie de passer plus de temps à mesure que je vieillis. Je me dis, c'est l'endroit où j'ai envie de passer ma retraite. J'ai envie de vieillir dans cette ville. J'ai envie de... Vraiment, j'ai envie de mourir dans cette ville. Je me réfugie ici dès que je peux. Et je viens passer des fois 1 mois, 2 mois. Je viens le week-end. Je pensais que mes filles allaient aimer cette maison. Elles ne veulent pas venir. Mais alors, elles ne veulent pas parce qu'elles ont leur truc à Marrakech. Et donc, ici, elles s'ennuient. Et moi, il m'arrive assez souvent de venir seule, de passer 1 semaine, 10 jours, et de travailler mon texte. Prisonniers de leur malheur, les personnages de Mahi Bin Bin se débattent dans leur corps meurtri. Au début des années 2000, choqué par le nombre de morts des migrants qui prennent la mer, il écrit Cannibale. Ce roman nous raconte les affres de l'immigration clandestine. J'ai écrit ce roman, on ne parlait pas trop à l'époque de l'immigration clandestine. Ce n'était pas la phobie des Européens. Vraiment, on parlait très peu. Il y avait cet article, je suis tombée dessus, et j'ai fait un voyage à Tanger. J'avais une exposition pas loin, à Cela, je faisais une exposition par là. Et j'étais à la rencontre de ces jeunes qui veulent partir. Ils ont commencé à me raconter des trucs. Et je me suis dit, bon, il y a un roman dans cette histoire.
Comparé au nabot que nous étions, Paphanam avait une taille de géant. Tout en lui était démesuré. À le voir, le dos voûté, ramassé sur lui-même, l'air de ceux qui s'excusent d'exister, on savait déjà qu'il s'était coulé dans la peau du clandestin. Peut-être aurions-nous dû en faire autant et nous entraîner pour l'avenir, apprendre à devenir invisible, apprendre à s'effacer, à n'être personne, une ombre noyée dans la masse, un chien couchant, un simple ver de terre, voire un cafard. Oui, apprendre à être un cafard. C'est un texte qui a très bien fonctionné. C'est mon premier vrai texte qui m'a permis un peu, pas de vivre de mon travail, mais qui a contribué largement à ce que je puisse y croire sérieusement. C'est possible de vivre de sa plume, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. mais c'est un texte qui a été traduit, je ne sais pas, à 14 langues, qui a bien fonctionné. Cette misère d'où je viens, c'est mon moteur. C'est mon moteur. Même les choses, les épreuves que j'ai eues à subir m'aident à créer. Tazmamart, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mon frère Aziz, un jour, est venu dans mon atelier et il voyait encore des enfermements et il me dit, mais écoute, moi je suis sorti de Tazmamart, mais pas toi. Toi, t'es pas sorti. D'ailleurs, tu continues à enfermer de plus en plus, puisque dans l'atelier, il y a quelques jours, tu faisais des cubes et tu tirais des fils, des élastiques ou je sais pas quoi autour de tes figures. Pourquoi? Mais oui, je sais pas. Je t'ai déjà dit que je ne sais pas. Mais je laisse faire. Je laisse faire parce que j'ai l'impression que je suis dans le vrai. Mais je ne sais pas, c'est juste une impression. Et puis des Tazmamart, il y en a partout. Nous, on a eu le nôtre, mais il y en a partout. Des gens qu'on enferme, des gens qu'on piétine, des gens qu'on décapite. Voilà, moi, j'ai besoin de faire tout ça pour continuer à rire. C'est la vérité. Les œuvres dures, parfois même violentes, elles survivent aux œuvres légères. Il m'arrive de faire des tableaux plus légers, mais au bout d'un certain moment, ils m'ennuient, ils deviennent fades. Alors qu'une œuvre comme celle-ci, à chaque matin, je descends boire mon café, et alors, elle me parle, et je lui parle, et on a un dialogue, Non loin d'Essaouira, Mahi a aussi l'habitude de s'arrêter chez Pascal Hamel, directeur de la rédaction de la revue Art Absolument. Paris, l'art contemporain arabe, c'est en question en ce moment. Ah ouais, tout à fait. C'est quoi un artiste qui a du talent? C'est quoi, fondamentalement? Ben, la première chose, c'est fondamental, c'est qu'il ait un monde à lui, qui est une substance, qui est quelque chose qui est en train de se dire qu'un autre ne dit pas. Dire ou transcrire ou peindre, ou etc. Ça, pour moi, c'est la définition de l'artiste. Il faut qu'il ait une substance. Et là, dans les œuvres, qu'est-ce qui fait que des œuvres sont supérieures à d'autres, ou qu'est-ce qui fait que les choses vous touchent plus que d'autres? Là, je pense que, pour mon expérience personnelle, c'est lorsqu'une œuvre arrive finalement à dire une multiplicité de choses en même temps. C'est-à-dire qu'elle arrive à dire quelque chose de plus souvent, à ce qui nous constitue, c'est-à-dire une dimension du corps. Et là, chez Mahi, le corps est présent, mais aussi une dimension du sens ou de l'esprit. Alors, ça peut être la solidarité, ça peut être la fraternité, ça peut être le cosmique, ça peut être disons, quelque chose qui dégage un sens. Par exemple, je pense que l'œuvre de Mahi, on peut la lire de deux manières, à ce niveau-là. On peut le voir évidemment comme la dénonciation, en tout cas pour ces corps qui sont, disons, mal en point. Parfois, on peut le voir comme, bien entendu, une condamnation de ce qui a pu se passer dans ce pays il y a une vingtaine d'années. Mais
On peut le voir aussi comme quelque chose qui est de l'ordre d'une espérance ou d'une fraternité qui finalement remet l'humain au cœur de l'œuvre. Je pense que l'insoumission principale de l'artiste, pour moi, tel qu'il soit, c'est qu'il choisisse l'humain. Il choisisse l'être. Parce que finalement, c'est ce qui résiste le mieux à toutes les barbaries possibles et inimaginables. Moi, je me sens soudain intelligent. Au moins, je n'aurais pas parlé pour rien. Quand tu parles, je me dis, tiens, c'est pas mal, hein. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Mahi était retourné se confronter à sa toile. Il est évident que pendant son séjour à Essaouira, il avait dû rester en éveil et que dans sa tête, les corps dessinés et gravés avaient évolué. C'est très sensuel, c'est très charnel, disons. Le travail comme ça, on touche la matière. Regarde, ça c'est une belle couleur, hein. En plus, les aspérités que ça fait comme ça... Le problème, c'est que quand on chauffe, comme il y a de la cire en dessous, la couleur va s'assombrir. Il ne faudrait pas que ça s'assombrisse trop. Autrement, je remets une autre couche plus claire. Comment en suis-je arrivé là? Un matin neigeux de février, vautré sur un banc vert, un peu ivre, un peu mort, fixant les nuages drus suspendus à des fils invisibles. Pourquoi, moi, Ilyas, fils d'Aïcha élevé par Madame Ouaknine, ai-je quitté ma ruelle de Marrakech pour finir sur ce banc de Clichy, le corps ceinturé de bandelettes, à l'instar d'une momie échappée de son caveau? Quand j'ai un bout de bois vierge, il m'arrive souvent de voir déjà, dans les rainures du bois, voir déjà les dessins. Je suis le seul à le voir. Je le vois comme si il était déjà là. Comme si les personnages étaient déjà là. Ils demandaient juste à être libérés. L'univers que Mahi décrit est souvent tragique. Pourtant, cet univers est plein de vie. Toutes ces silhouettes, comme il le dit, sont vivantes. Pas seulement grâce aux couleurs et aux contrastes. Elles sont figées dans le mouvement, dans un instant d'éternité. Et comme contraintes à raconter pour toujours leurs souffrances passées et présentes. Les personnages de Mahi Binbin sont animés de rêves impossibles. En hiver, la résidence El Markam est plutôt déserte. Mais les autres saisons, plusieurs artistes internationaux se retrouvent là pour échanger, s'inspirer. Pour Mahi, cette résidence dans laquelle se trouve son atelier est une seconde maison. Il y a une paix qui règne sur ce lieu. Vraiment, quand je viens le matin, j'ai l'impression d'être coupé du monde
Et quand j'avais un atelier à Marrakech, tous les copains passaient à n'importe quelle heure. Là, il faut qu'ils fassent 30 km pour venir me voir. Alors ils réfléchissent à 2 fois avant de venir. J'ai besoin de musique, j'ai besoin de poésie, j'ai besoin de Léo Ferré, de Barbara, de Ferrat, voilà, j'ai besoin de... Voilà, il m'accompagne toute la journée. Et puis l'opéra. L'opéra, j'adore l'opéra. Donc je le mets à fond et c'est des moments de grâce. Alors on dit que je ne fais pas beaucoup de sport, mais en réalité, vous avez la preuve que je fais beaucoup de sport. Il y a chez lui quelque chose de fier, comme ces personnages de fiction, heureux de leur réussite sociale, où l'on sort de la pauvreté par le talent sportif ou artistique. Cet homme qui se cache derrière un rire fracassant, un rire de pudeur, un rire qui dit « ce n'est pas sérieux ce que je dis », un rire qui vient le secourir. Ah, ça c'était mon chemin pour aller à l'école. Ouais. L'école c'était là. Les maisons à Marrakech, surtout en Médina, n'ont pas de fenêtres sur la rue. Et je raconte ça dans le griot de Marrakech. Parce qu'à l'époque, cette rue, on l'appelle la rue du Pardon. Et c'était une espèce de rue lupanard. Et donc, les nanas, elles regardaient par les fenêtres. Elles regardaient les clients, et les clients pouvaient les regarder, etc. D'ailleurs, la nouvelle, je l'ai appelée la rue du Pardon. C'est escorté du Chaouch que j'ai fait mes premières armes dans la rue du Pardon. J'avais 13, peut-être 14 ans, ce jour maudit où j'allais perdre mon pucelage. Ali m'avait presque poussé dans le vestibule d'une sombre demeure où une grosse dame m'attendait. Elle ressemblait à ma mère avec son tatouage au front, son cafetan aux manches retenu par un élastique croisé au dos, et son allure fringante, comme si elle s'apprêtait à abattre le ménage annuel de son taudis. C'est mort. Shukran, shukran Drari. Et voilà. Ça, c'est la maison où je suis né. À l'époque, c'était les sages-femmes à l'intérieur de la maison. C'est le numéro 57. Et c'est devenu une maison d'hôte. Mais j'ose pas frapper, hein. J'aimerais bien. Cela dit, je peux le faire. Hein. Je suis né dans cette maison, hein, et j'ai passé de nombreuses années dans cette maison. Ce n'était pas aussi luxueux que ça, parce qu'ils ont refait beaucoup de travaux, mais il y a les salles qui sont... Voilà, il y avait deux grandes salles, l'une en face de l'autre, la cuisine était là-bas. Ma chambre, c'était là, dans un coin par là. Tu avais une chambre seule ou... Ah non, chambre avec mes... On était 7, tu imagines? C'est votre chambre. C'est notre chambre. C'est avec mes frères et sœurs, on dormait là. Il y avait mon père à une époque, mais il est parti quand j'avais 3 ans ou 4 ans. Donc je ne l'ai pas trop connu ici. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de lui ici. C'était plutôt ma mère
C'était une mère courage qui s'occupait de 7 gamins. Voilà. Quand j'écris, je suis toujours dans cette rue. Je suis toujours dans cette maison. Je suis toujours... tous ces gens qui m'entourent, ce sont mes héros. Vraiment, hein. Je crois que la maturité littéraire, elle vient une fois qu'on a réussi à se rappeler des 20 premières années et à les digérer, ces 20 premières années. Voilà, et donc moi je crois que tout part d'ici, hein. Tout part d'ici. Hello, hello. Hey, comment tu vas? C'est Halaba. C'était notre voisin, il habite la rue en face. Ça va, il se fait le khair, barakallah. Tu avais un chien? Oui. Balai. Ça me fait très plaisir. على سلامتك. الله يسلمك. مبروك. بارك الله فيك. الله يعاونك. سلم على الاخوان. يسلم عليك الخير. Ces mêmes rues de la Médina lui inspirent un roman, Le Seigneur vous le rendra. Dans ce roman, Mahi Bin raconte l'histoire d'un bébé que sa mère empêche de grandir et loue à des mendiants afin d'attirer la pitié et la tendresse des passants grâce à sa jolie bouille et son regard accrocheur. Commerce très rentable, commerce qui permet à cette maman marocaine de sortir de la misère. Et ce bébé emprisonné, plein de bandelettes, un jour casse ses chaînes. Je racontais cette histoire de bébé que je ne liais pas à la politique. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais en train de raconter ce qui nous arrivait. C'est-à-dire toutes ces dictatures qu'il y avait dans nos pays nous ont un peu momifiés, infantilisés. Ils nous ont empêchés de grandir. Et au moment des printemps arabes, mon bébé, il va se rebeller contre l'autorité de la mère, qui est monstrueuse, la mère. Et il va se débarrasser des bandelettes. Il va enlever les bandelettes. Il va casser les chaînes, disons. Et il va être sauvé par la culture et par l'amour. Quand ça a explosé, les touristes sont partis. On a eu une période de 6-7 mois dramatique pour eux. Voilà. Il y a un gars qui est venu, qui a foutu une bombe là. Le café Argana, c'est un café mythique ici. C'est comme le café de France, le café Glacier. Le café Argana, c'est vraiment des lieux de rencontre. Et alors les artistes de la ville ont vu, à chaque fois qu'on venait là, on voyait ces décombres et les gens venaient voir, parce que les gens sont voyeurs, ils ont envie de voir un café affaissé. Et alors on a décidé de cacher cette horreur et on s'est rassemblés ici, tous les artistes de la ville, tous les plasticiens de la ville, et on a fait de très grands panneaux qu'on a peints sur place et on a caché les décombres. Là comme ailleurs, les enfants jouent au foot. Ils rêvent de devenir le meilleur gardien de tous les temps, le nouvel attaquant phare, le défenseur infranchissable. Ils étaient partis à Casablanca rencontrer le cinéaste Nabil Ayouch, réalisateur des Chevaux de Dieu, film inspiré du roman de Mahi Bin, Les étoiles de Sidi Moumen. C'est l'histoire d'une bande de jeunes gens, auteurs des attentats suicides du 16 mai 2003 à Casablanca. Tous issus du même bidonville où ils menaient une vie chaotique, faite de violence, de drogue et de chômage, jusqu'à ce qu'ils soient recrutés par des islamistes radicaux. Comment résister quand on leur promet que le paradis est à la porte ?
Sidi Moumen est un bidonville qui est probablement le plus important qui est au Maroc et surtout le plus ancien, donné à voir les prémices de cette déconnexion, de ce sentiment d'abandon de cette population et de ce que ça pouvait engendrer comme type de violence. Tu imagines Sidi Moumen tout nu, sans ses nuits folles à la décharge, sans ces feux de camp où des musiciens de hasard avec leurs bidons d'essence transformés en mandolines déploient leurs complaintes dans le ciel embaumé de hashish. Et ces chants de sacs en plastique que le vent fait chanter tandis que la pénombre complice métamorphose les dunes de détritus en plages infinies. Quoi? Je divague? Et alors? Que puis-je faire d'autre maintenant que la solitude me consume et que je rôde comme un fantôme étranger sur le royaume de mes souvenirs d'enfant? Je n'ai pas honte de vous dire qu'il m'est arrivé d'être heureux dans ces décombres hideux, sur les ordures de ce cloaque maudit. Oui, j'ai été heureux à Sidi Moumen, mon pays. En lisant le bouquin, tout de suite, j'ai vu que oui, voilà, c'était pas du tout du misérabilisme, c'était au contraire de partir des personnages et de partir de l'enfance, qui est fondatrice dans le cas présent, pour petit à petit voir comment un gamin de 10 ans peut se transformer en une bombe humaine. Venez. Allez-y. Par ici. Nous sommes des fidèles. Nous croyons à l'unicité d'Allah. Nous rejetons les idoles. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu, Allah le Créateur. Nous ne sommes attachés ni à une terre, ni à une tribu, ni même à ce quartier. Notre loyauté, nous ne la donnons qu'à Allah, à Mahomet son prophète et aux fidèles où qu'ils se trouvent. Les Juifs se sont alliés aux croisés de la religion chrétienne et au gouvernement apostat pour attaquer la nation islamique et l'affaiblir. Ils l'ignorent encore, mais ils ne pourront pas gagner contre nous, car Allah a promis la victoire à tous les musulmans qui se battront en son nom et la défaite et les châtiments à tous les mécréants qui se mettront en travers de leur route. Quand on est dans un quartier comme ça, où, comme je disais à l'instant, il y a une violence qui transparaît de tous les côtés, et qu'on dit à ces jeunes que l'État leur dit, que la société leur dit que la violence n'est pas un mode d'expression et ne saurait pas être un mode d'expression, encore faut-il en offrir d'autres. On s'est retrouvé avec Mahi, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là, quoi. On a fait ce bouquin, on a fait ce film dans ce quartier, on a raconté, on a montré l'histoire de ces gens. Maintenant, il va falloir leur donner à eux de l'espoir, mais cette fois-ci pour de vrai, concrètement. Et on s'est rendus tous les deux à l'évidence que la culture devait remplir ce rôle. En fait, finalement, on a envie qu'ils arrivent à trouver leur place et que cette place soit belle là où ils sont, qu'ils n'aient pas à aller ailleurs. Exact. Qu'ils puissent rêver chez eux. Et pas rêver d'ailleurs, rêver chez eux. Rêver. Alors, pour reconnecter ce quartier au reste de la ville, sous la pulsion de Nabil Ayouch et de Mahi Bin, le centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen est né, sous le regard puissant et tendre de Sophia Ahmis. Quand on voit les deux œuvres et quand on rencontre les deux artistes, on comprend tout le sens du projet et d'où ça vient et pourquoi est-ce que c'est fait. Donc c'est encourageant de se lancer dans l'aventure. En fait, c'est deux arguments de plus, on a deux arguments de poids et pas des moindres. Quand on voit aussi le vide dont souffrent les jeunes ici dans le quartier qui n'ont rien, ni espace d'expression, ni espace juste de rencontre, un lieu comme ça qui leur donne et la possibilité de s'exprimer et la possibilité de rencontrer des personnalités ou des artistes ou des gens juste comme ça et de partager des moments de manière informelle, c'est je trouve une très belle réponse aux intégristes. Ils avaient l'habitude de se rencontrer dans des garages, entourés avec des barbus qui viennent prêcher. On leur dit, n'allez pas là-bas, mais venez voir comment c'est sympathique, voir un film, danser, jouer des percussions. Voilà.
Moi, j'aime la ville. J'aime les bars, j'aime la fumée, j'aime le fromage, j'aime tout ça. C'est pour ça que j'aimais Paris. Et j'aime toujours Paris. Ce qui se passe dans la ville, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Marrakech, je m'assois dans un café et on vient m'offrir un livre. Les gens me racontent des histoires, mais des histoires incroyables. Et quand je les mets dans des livres, on me dit, mais quelle imagination vous avez, monsieur. C'est pas de l'imagination, c'est les histoires qu'on me raconte dans les boui-boui de Marrakech. C'était le retour dans la résidence Al-Maqam. La toile attendait Mahi. Lui la scrutait. Il se demandait si les silhouettes s'étaient déplacées pendant son absence. Comme à son habitude, ce soir-là, il a eu envie de partager son côté bon vivant avec les membres de sa famille. Chez son ami Driss Segueni. On me dit souvent, il y a un problème entre toi et tes œuvres. Tes œuvres sont des fois très sombres et toi, tu ris tout le temps. Et alors, j'ai l'habitude de répondre, c'est parce que je mets tout ce qui va mal pour vous sur les toiles que vous allez acheter. Et moi, j'ai plus rien à l'intérieur, tout va bien. J'ai horreur de la littérature militante. J'ai l'impression que je milite. C'est-à-dire écrire sur l'immigration clandestine, écrire sur la drogue dans le nord du Maroc, écrire sur le terrorisme. J'ai l'impression que je milite. Il faut dire sans avoir l'air de dire. Mais il faut dire quand même. C'est-à-dire, il faut pas dire voilà ce que tu dois faire. Juste regarde, faire voir. Beau gâchis, n'est-ce pas, que ces passeports rouges, bleus, verts, bordeaux, croupissant au fond des poches de ces jeans déchirés. Ah, si j'en avais possédé un pareil, moi, je l'aurais soigné, dorloté, serré très fort contre mon cœur. Je l'aurais caché dans un endroit inaccessible aux envieux et aux voleurs. Je l'aurais cousu à même ma chair en plein milieu de ma poitrine, pour n'avoir qu'à déboutonner ma chemise et l'exhiber au passage des frontières. En fin d'après-midi, Mahi leur avait donné rendez-vous dans le musée de la Palmeraie, à l'entrée de Marrakech. Le musée accueillait un nombre important d'œuvres. Lien fondamental entre le regard du spectateur et les souffrances humaines de certains pays. Photos, installations, toiles, sculptures se répondaient dans cet espace. Alors lui, c'est Laurent Moulager, c'est un jeune artiste français et c'est sa première exposition. Je suis tombé amoureux de son travail et voilà qu'il expose avec des mecs et des nanas confirmés. Je trouve qu'il a un talent fou, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça, c'est encore une œuvre de Laurent Moulager. Mahi Bin était le commissaire de cette exposition. Pas étonnant qu'on lui ait demandé d'être responsable de tous ces cris de liberté
et qu'il ait trouvé ce titre aux consonances lumineuses. Insoumission. Et non pas soumission, c'est pas joli, soumission. J'ai choisi des gens qui ont travaillé sur la question, des gens insoumis. Beaucoup d'artistes ont souffert dans leur chair, hein. Les Irakiens, les Syriens, il y a un Palestinien, Hadi Zerroub, qui est absolument magnifique. Les dictateurs ont de tout temps, depuis toujours, méfié de la culture. Méfié pourquoi? Parce que garder un peuple sous une botte, sous une chape de plomb, il ne faut pas l'éduquer. L'éducation est un facteur de sédition, c'est un facteur de révolte. Tu réveilles les gens. Donc évidemment, tous ces dictateurs que nous avons eus dans le monde arabe, y compris ici, ils ont fait le service minimum, disons. Donc les artistes au Maroc, par exemple, on a eu des années de plomb où des gens comme Abdelatif Labi, le poète, passé 8 ans de prison. Pour un oui ou pour un non, on mettait un artiste. Bon, les temps changent au Maroc et heureusement qu'elles changent, que le climat change. Nous sommes vraiment dans un pays qui est en train de prendre conscience qu'il n'y a pas d'autre voie possible. Il faut éduquer les gens et il faut permettre à une expo comme celle-ci, Insoumission, d'avoir lieu. Il faut organiser un forum sur les droits de l'homme ici au Maroc. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas avancer autrement. Il y a toujours un travail à faire. Il ne faut pas baisser les bras. On parlait d'antisémitisme en France, une chose terrifiante, et on se rend compte aujourd'hui, après tout ce qui est... Il faut faire un combat continuel contre la barbarie. Continuel. Il ne faut pas s'arrêter. Maintenant, c'est l'islamophobie. J'aime pas ce mot, islamophobie, parce que c'est pas un joli mot. Mais il y a des rejets. Il faut les combattre, il faut se battre. Et ça, les artistes, c'est un peu leur job. Hein. Tard, un dimanche soir, comme il en a aussi l'habitude, Mahi se retrouve avec un des artistes de l'exposition et responsable de la résidence Al-Maqam, Mohamed Morabiti. Chacun de nous, il défend une démarche ou un souci où il cherche une certaine vérité, et je crois qu'il heurte inconsciemment ce qu'il trouve sur son chemin. Et je trouve que c'est un côté résistant et militant chez l'artiste. Alors, pour l'expo Insoumission, ce qu'il a fait, Morabiti, là on voit un peu des seins, vous allez les voir un peu tout à l'heure dans son atelier. Alors il a fait une espèce de cible, une vraie cible, comme dans un viseur. Et au milieu, il a mis un sein. Un sein, c'est-à-dire la vie. La vie qui est attaquée, la vie qui est... la vie qui est ciblée, la vie qui... Ouais. Et j'ai trouvé ces 3 œuvres qu'il a bien voulu me prêter pour l'exposition, je les ai trouvées vraiment parlantes, quoi. Elle raconte la vie qui est, de nos jours, qui n'a plus de valeur, presque. Pour moi, c'est l'éducation. Il nous faut l'éducation. Je crois que... c'est clair, l'éducation, c'est l'éducation. Ils ont continué à parler de la manipulation de certains pouvoirs envers les gens non éduqués. Et pour exorciser ce poids, les artistes se sont mis à reparler de leurs œuvres. Un visage, comme si Bin regardait Bin. Que voit-on? Quelque chose du rêve bloqué. Celui d'un adolescent voulant épater les filles et qui fait la figure de trop, pour finir plâtré de la tête aux pieds et mettre fin à ce désir d'être acrobate. En dehors de la force humaine, en dehors du combat contre toutes les violences,
toutes les intolérances, il y a quelque chose du cirque, de l'acrobatie, de la gymnastique. Quelque chose de figé à jamais, laissé en suspens dans un plâtrage réinventé. Une lave imaginaire. Là, il y avait une couche rouge en dessous que je suis en train de retrouver. Il est cet artiste qui dessine les reliefs d'une certaine enfance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? Insoumission. En tout cas, moi, ça me va bien. Voilà, j'ai envie de dire à ceux qui ont le pouvoir, arrangez un peu les choses. C'est pas compliqué. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je fais 2015. Et ce grain magique, où se trouve-t-il donc? Il est sur la terre et dans le ciel, visible et transparent à la fois. Il brûle dans les lanternes et tapisse le fond des puits. Un feu follet dans le jardin de l'oubli. Il est la vie, mes enfants. Simplement la vie dans toute sa fragilité. Déjà, l'artiste va faire naître de nouvelles silhouettes qui s'élèveront une fois de plus contre l'inhumain. Mahi l'insoumis. Mahi, l'ombre du poète.